Peter était un magnifique escrimeur et parait les coups avec une rapidité foudroyante. Il feintait, puis allongeait une botte qui surprenait la défense adverse. Malheureusement, la portée insuffisante de ses coups le handicapait plus qu'il ne pouvait toucher l'ennemi. Crochet, aussi brillant, sinon aussi preste dans le jeu du poignet, le forçait à reculer sous les dents de ses assauts, espérant en finir rapidement grâce à une botte secrète que lui avait enseignée Barbecue, autrefois à Rio. Mais à son vif désappointement, la botte fut détournée à chacune de ses tentatives. Il voulut alors frapper le coup de grâce avec son crochet de fer qui déchirait l'air. Peter esquiva, se faufila par-dessous et allongea un coup décisif qui transperça le capitaine entre les côtes. À la vue de son propre sang, dont vous vous en souvenez, la couleur peu ordinaire lui était insupportable, l'épée tomba de sa main et il se trouva à la merci de Peter. « Achève-le » crièrent les garçons. Et d'un geste sublime, Peter invita son ennemi à ramasser son épée. Crochet ne se le fit pas dire 2 fois, avec cependant le sentiment tragique que Peter lui donnait une leçon de savoir-vivre. Jusque-là, il croyait combattre un démon, mais de plus sombres soupçons l'assaillirent. « Qui es-tu donc, Pan » cria-t-il. « Je suis la jeunesse, je suis la joie, » répondit Peter tout à trac. « Je suis un petit oiseau sorti de l'œuf. » Cette réponse absurde prouvait néanmoins que Peter n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était, ce qui est le degré suprême du bon ton. « En garde » cria Crochet désespéré. Il combattait à présent comme une faux faite homme. Chaque coup de sa terrible lame eût coupé en 2 n'importe quel adversaire, adulte ou enfant. Mais Peter voltigeait autour de lui, comme si le vent des épées fendant l'air le chassait hors de la zone de danger. Et il pointait, piquait, sans trêve. Crochet se sentit perdu. Ce cœur passionné ne demandait plus à battre. Il ne sollicitait plus qu'une faveur avant de se glacer pour toujours. Voir Peter commettre une vilainie. Abandonnant la lutte, il se rua vers la soute aux munitions et y mit le feu. « Dans 2 minutes, s'écriait-il, le bateau explosera. » Pour le coup, le naturel va revenir au galop, présumait-il. Mais Peter sortit de la soute tenant la mèche enflammée dans ses mains et la jeta par-dessus le bord. Crochet lui-même, comment se comportait-il en cet instant suprême? Si corrompu qu'il fût, nous nous réjouissons, sans pour autant sympathiser avec lui, qu'il sut finir en beauté, fidèle aux traditions de sa race. Les garçons volaient autour de lui, moqueurs et méprisants, tandis qu'il titubait sur le pont, distribuant au hasard des coups impuissants. Son esprit n'était plus avec eux. Il était affalé sur les terrains de jeu d'antan, renvoyé définitivement et surveillant la partie comme un joueur sur la touche. Mais quelle touche! Ses souliers étaient corrects, son gilet était correct, son nœud de cravate, ses bas étaient corrects. « Adieu, ô Jack Crochet, nous te saluons, bien que tu ne sois pas tout à fait un héros. Car le voici arrivé à son heure dernière. » Alors que Peter volait lentement vers lui, le poignard levé, il sauta par-dessus le bastingage et plongea dans les flots. Il ignorait que il s'y attendait. C'est exprès que nous avons arrêté le réveil afin de lui épargner cette information douloureuse. N'est-ce pas la moindre des choses que et quelques respects au bout de son trépas. Il eut un dernier triomphe que nous lui reconnaîtrons sans l'hésiter. Il enjambait le bastingage d'un geste, il invita Peter à se servir de son pied plutôt que de son poignard. De sorte qu'au lieu de frapper, Peter shoota. Et à l'heure qu'il désirait tant. Choquant, s'écriait-il joyeusement. Il se livra d'un cœur content. Ainsi périt Jack Crochet. 17, proclama l'homme. Mais il se trompait. Dans ses calculs. 15 seulement perdent là et 2 purent regagner le rivage. Ouais. Alors attends, parce que j'essayais justement de voir ça en même temps que je disais ça. Ouais. Vaut mieux couper une bonne fois et essayer de régler le problème. Alors attends. Désolé Kakash. Kakash, toi tu t'es bien mute sur Skype, c'est bon? Ouais, donc c'est Aïe. de ton côté, je suppose. Apparemment il y a un faux contact. Ah
Ça coupe, c'est ça? Le son, il coupe? Ouais, le son il fait. Tu vois? Ouais. On va débrancher, on va rebrancher pour voir. Comme si c'était modulé, c'est pour ça que j'ai demandé à Kishou si elle avait bien pensé à ce mute. Comme si c'était modulé par Skype, mais moi j'étais bien mute, Kishou et Kakash aussi, donc ça vient de chez toi. Est-ce que c'est mieux? Bah ça a l'air pas mal là. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Test, test, test. Ça a l'air bon. Ouais. Je me mute et tu reprends un peu en avant. Alors attends, parce que je sais plus où j'en suis maintenant moi. Bon, ça c'est bon. Je peux pas te dire parce qu'en plus j'ai été focalisée sur ça pour essayer de voir d'où venait le problème, donc j'ai pas écouté les dernières Voilà, c'est bon, phrases. je l'ai. Ok, ça va. Alors je me mute et c'est reparti. Ok, c'est parti. Alors, choquant, s'écria-t-il joyeusement, et il se livra d'un cœur content au crocodile. Ainsi périt Jack Crochet. 17, proclama la plume. Mais il se trompait dans ses calculs. 15 seulement payèrent de leur crime cette nuit-là, et 2 purent regagner le rivage. Tarquet, qui devait être capturé par les pauvres, puis condamné à leur servir de bon enfant, mélancolique dégringolade pour un pirate. Esmé, qui désormais erra à travers le monde en lunettes, gagnant une maigre subsistance à prétendre qu'il était le seul homme que Jack Crochet eût jamais craint. Pendant ce temps-là, Wendy s'était tenue en dehors du combat, regardant Peter avec des yeux brillants. Maintenant que tout était terminé, elle retrouva son importance. Elle les admirait tous également, et frissonna délicieusement quand Michael lui montra la place où il avait tué un pirate. Puis, elle les amena dans la cabine de Crochet, et pointant un doigt vers la montre du défunt capitaine, suspendue à un clou, 1h30, dit-elle. L'heure tardive lui importait plus que le reste. Rapidement, elle les installa dans les couchettes des pirates, et nous pouvons être sûrs que cela ne traîna pas. Peter eut le droit d'arpenter jusqu'à ce qu'il s'endormit au pied du canon. Un de ses cauchemars vint le visiter. Il mourra longtemps dans son sommeil, et Wendy dut le serrer bien fort contre elle. Chapitre 16. Le retour. 2 coups de cloche ce matin-là les invitèrent à agiter leur bibole, car la mer était grosse. La guigne, promue maître d'équipage, était avec eux, un bout de corde à la main et une chique de tabac dans la bouche. Tous avaient revêtu les habits de pirates raccourcis du couvert, s'étaient rasés de frais et déambulaient sur une démarche authentiquement chaloupée en remontant leurs pantalons. Inutile de dire qui était le capitaine. Quant à Bonzig et John, ils étaient respectivement premier et deuxième second. Il y avait une femme à bord. Le reste n'était que de simples mathurins et se tenaient sur le gaillard d'avant. Peter ne lâchait plus longtemps, mais il rassembla l'équipage pour lui adresser une brève allocution. Il espérait que tous feraient leur devoir, comme de vaillants petits gars, mais il ne se cachait pas qu'ils étaient le rebut de Rio et de la Côte de l'Or, et les prévint que s'ils s'essayaient de le mordre, il déchirait sans pitié. Ce langage rude alla droit au cœur qui l'acclamèrent vigoureusement. Quelques ordres secs furent donnés, et ils firent virer de bord le navire en direction du continent. Après avoir consulté la carte, le capitaine Pond calcula que, si ce temps se maintenait, ils atteindraient les Açores aux environs du 21 juin. Après quoi, ils auraient tout loisir pour finir le voyage en volant. Certains souhaitaient que le navire rentrât dans la légalité. D'autres voulaient qu'il reste un bateau pirate, mais le capitaine les traitait comme des chiens. Ils n'osaient lui exprimer leurs vœux, pas même par pétition. Il était plus sûr de s'en tenir à une stricte obéissance. La plume eut le droit à une douzaine de feux pour avoir eu l'air perplexe, alors qu'on lui ordonnait de relever la sonde. Oh, pourquoi? Mais en fait, le micro, il veut retrouver concept, c'est ça. Il m'aime pas. C'est pas une histoire de débit, ça? Ah, j'ai rien. Non, j'ai rien changé du tout. Ah, c'est pas cool.
Alors, je sais pas du tout quoi changer pour le coup. Bah, Le micro est vieux et moche et fait un très mauvais son. C'est pour ça que je pique celui-là normalement. Attends, je sais pas si je modifie le molette. Non. Bah ouais. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, ouais, je sais pas du tout. À part ça, je peux pas. Le quoi? Le gain du micro qui se change tout seul? Parler chinois et dis donc, ce serait la même chose. Aucune idée. Ouais, ça a l'air d'aller mieux là ou c'est pareil? À mon Ouais. avis, ça n'est que l'air. On verra, hein. Ouais. Ça n'est que l'air. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors attends. Hop. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Sur TeamSpeak. Ouais. Est-ce que cela est mieux? Si c'est le micro qui a un problème, je doute que ça change quelque chose. Et du coup. D'accord. Ok. Bon, on essaye comme ça là? Ok, c'est parti alors. Va falloir choisir, lecture ou musique. Ça ok. Mais le capitaine les traitait comme des chiens, et ils n'osaient lui exprimer leurs vœux, pas même par pétition. Il était plus sûr de s'en tenir à une stricte obéissance. La plume eut droit à une douzaine de coups de fouet pour avoir eu l'air perplexe alors qu'on lui ordonnait de relever la sonde. D'après l'opinion générale, Peter se conduisait pour l'instant de façon correcte, uniquement pour endormir les soupçons de Wendy. Mais on sentait qu'il ne tarderait pas à changer d'attitude. Dès que ce serait prêt, le nouveau costume que la fillette lui taillait contre son gré dans les plus méchants habits de crochet. Par la suite, la rumeur courut que la première nuit où il porta ce costume, il resta longtemps assis dans la cabine, le porte-cigare de crochet aux lèvres, et tous les doigts d'une main repliés, à l'exception de l'index, qu'il tenait recourbé en l'air de façon menaçante, comme un crochet. Au lieu d'observer le bateau, cependant, nous ferions mieux maintenant de retourner au foyer déserté depuis si longtemps par nos 300 cœurs. C'est ça, c'est le problème de Skype, ouais. Comme ça, c'est fait. Ouais. Et ouais, là c'est Skype qui fait des bêtises. C'est possible. Oui. On va tenter, allez.
C'est moi, c'est moi. On va y arriver. Et... c'est reparti. Alors, au lieu d'observer le bateau, cependant, nous ferions mieux maintenant de retourner au foyer déserté depuis si longtemps par nos 300 cœurs. Honte à nous d'avoir si complètement négligé le numéro 14. Pourtant, nous sommes certains que Madame Darling ne nous en blâmera pas. Si nous étions revenus plus tôt pour lui témoigner notre compassion, elle nous aurait probablement crié « Ne faites pas l'idiot, est-ce que je compte, moi? Retournez là-bas et ayez-le sur les enfants. » Aussi longtemps que les mères se conduiront ainsi, leurs enfants en profiteront, et elles ne peuvent que s'y résigner. Aussi nous aventurons-nous dans cette chambre familière uniquement parce que ses occupants légaux sont déjà sur le chemin du retour. Nous les devançons simplement pour nous assurer que les lits sont tout prêts, et que Monsieur et Madame Darling n'ont pas l'intention de sortir le soir. Nous ne sommes rien de plus que des serviteurs. Mais enfin, pourquoi les lits seraient-ils tout prêts, alors que leurs propriétaires les ont quittés avec une si ingrate précipitation? Ils seraient bien attrapés si, en rentrant, ils découvraient que leurs parents sont partis à la campagne. Telle est la leçon qu'ils méritent depuis que nous les avons rencontrés. Mais si nous arrangions les choses de cette façon, Madame Darling ne nous le pardonnerait jamais. Par-dessus tout, ce que nous aimerions faire, ce serait de lui dire, à elle, à la manière dont le font les auteurs, que les enfants sont en route et arriveront jeudi en 8. Cela gâcherait complètement la surprise que Wendy, John et Michael ont projetée. Ils ont tout réglé sur le bateau. Le bonheur de maman, le cri de joie de papa, les bons en l'air de Nana qui veut être la première à les embrasser, alors qu'il ferait mieux de se préparer à une bonne raclée. Ah, que ce serait exquis de leur gâcher ce plaisir, en révélant la nouvelle à l'avance. De sorte que, lorsqu'ils feraient leur entrée solennelle, Madame Darling n'offrirait pas même un baiser à Wendy, et que Monsieur Darling s'exclamerait d'un ton bougon « Zut alors, voilà encore les garçons !» Mais nous n'obtiendrions pas un remerciement pour ça. Nous commençons à connaître Madame Darling depuis le temps, et sommes sûrs qu'elle nous reprocherait de priver les enfants de leur petit plaisir. Mais chère Madame, jeudi en 8, c'est seulement dans 10 jours. En vous prévenant dès maintenant, nous vous épargnons 10 jours de tristesse. Oui, mais à quel prix? En frustrant les enfants de 10 minutes de joie. Bon, si vous considérez les choses ainsi, peut-on les considérer autrement, je vous prie? Vous le voyez, cette femme n'a pas de caractère. Nous qui avions l'intention de dire des choses extraordinairement gentilles à son sujet, nous la méprisons et garderons nos louanges pour nous. A-t-elle vraiment besoin qu'on lui dise de tenir tout prêt, quand tout est déjà prêt? Les lits sont faits, elle ne quitte jamais la maison et notez-le bien, la fenêtre est ouverte. Puisque nous ne lui servons à rien, autant retourner sur le bateau. Toutefois, nous sommes ici, alors restons-y et regardons. Voilà ce que nous sommes, de simples spectateurs. Puisque personne n'a vraiment besoin de nous, contentons-nous d'observer et tâchons de dire des choses vexantes, dans l'espoir que quelques-unes blesseront. Le seul changement qui se remarque dans la chambre des enfants, c'est qu'entre 9h du matin et 6h du soir, la niche ne s'y trouve pas. Lorsque les enfants s'envolèrent, Monsieur Darling eut le sentiment que tout le blâme retombait sur lui pour avoir enchaîné Nana, qui, du début jusqu'à la fin, s'était montrée plus raisonnable que lui. Nous l'avons constaté, c'était un homme tout simple. Il aurait même pu passer pour un garçon s'il avait pu se guérir de sa calvitie. Mais par ailleurs, il avait le sens de la justice et un courage de lion pour accomplir ce qu'il croyait être son devoir. Ayant longuement réfléchi à toute l'affaire après le départ des enfants, il se mit à marcher à quatre pattes et s'introduisit en rampant dans la niche. Madame Darling eut beau tendrement l'inviter à sortir de là, il lui opposa chaque fois une réponse triste mais ferme. « Non, chère mienne, c'est la place qui me revient. » Pris d'amers remords, il jura qu'il ne quitterait pas la niche tant que les enfants ne seraient pas de retour. Cela faisait pitié à voir, bien sûr, mais Monsieur Darling, quoi qu'il fît,
poussait tout à l'extrême, sinon il laissait rapidement tomber. Jamais il n'y eut homme plus humble que George Darling. Lui, naguère si orgueilleux, alors qu'il se tenait le soir dans sa niche et bavardait avec sa femme de leur enfant et de leur habitude charmante. À l'égard de Nana, il faisait preuve d'une sollicitude touchante. Il ne lui aurait jamais permis de revenir dans sa niche, mais pour le reste, il faisait ses 4 volontés. Chaque matin, la niche avec M. Darling dedans était portée jusqu'à un fiacre qui les emmenait au bureau et les ramenait à 6 heures à la maison de la même façon. On mesura la force de caractère qu'il fallait à cet homme, si l'on se souvient combien il était sensible à l'opinion de ses voisins, lui dont chaque mouvement suscitait à présent une curiosité étonnée. Intérieurement, il devait souffrir le martyre, mais il affichait une calme dignité, même quand de jeunes personnes critiquaient sa petite maison, et soulevait poliment son chapeau, chaque fois qu'une dame regardait à l'intérieur. Cela aurait pu être grotesque en vérité. C'était plein de grandeur. Bientôt on comprit le sens profond de sa conduite, et le cœur généreux du public s'en émut. Les cohortes de badauds suivaient son fiacre en l'acclamant chaudement. De charmantes jeunes filles le prenaient d'assaut pour réclamer un autographe. Des interviews parurent dans les meilleurs journaux. Les gens bien l'invitaient à dîner et ajoutaient « Soyez gentils, venez dans votre niche ». Au cours de cette semaine si fertile en événements, Madame Darling attendait le retour de George, assise dans la chambre des enfants. Elle, autrefois si guillerette, on eût dit la tristesse en personne. Toute sa gaieté s'était évanouie du fait de la perte de ses enfants. Et nous ne nous sentons plus la force de l'accabler, de nos sarcasmes. Si elle aimait trop ces fichus gamins, après tout, pouvait-elle s'en empêcher? Regardez-la. Elle s'est endormie sur la chaise. Le coin de sa bouche, la première chose que l'on regarde, est presque flétri. Sa main étreint nerveusement son cœur, comme s'il lui faisait mal. Certains préfèrent Peter, d'autres Wendy. Nous, c'est elle que nous préférons. Supposons que pour lui faire plaisir, nous lui murmurions dans son sommeil que les moutards vont bientôt revenir. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la fenêtre maintenant, et ils veulent ferme. Mais nous ne le dirons pas. Nous murmurerons seulement qu'ils sont en route. Rien que cela. Dommage, nous n'aurions pas dû, car Madame Darling a sursauté, appelant ses enfants par leur nom, et il n'y a personne dans la pièce, sauf Nana. Oh, Nana, j'ai rêvé que mes chéris étaient de retour. Nana a les yeux embués de larmes. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de poser gentiment la patte sur les genoux de sa maîtresse. À ce moment arrive la niche. Monsieur Darling passe la tête au dehors pour embrasser sa femme. Son visage est plus las que naguère, mais son expression est plus douce. Il tend son chapeau à Lisa qui le prend avec mépris. Cette fille n'a aucune imagination. Elle est incapable de comprendre les motifs d'un tel homme. Au dehors, la foule qui a accompagné le fiacre jusqu'à la porte continue à pousser des acclamations. Naturellement, Monsieur Darling ne peut y rester insensible. « Écoutez, dit-il, c'est tout de même réconfortant. »« Rien que des garnements, raille Lisa. »« Il y avait aussi quelques grandes personnes aujourd'hui, » assure-t-il en rougissant. Lisa hausse les épaules, mais M. Darling n'a pas un mot de reproche. Ses succès mondains n'ont pas gâté son caractère, ils l'ont adouci. Pour le moment, il est assis, moitié dans la niche, moitié au dehors, et parle de ses succès avec sa femme. Il lui presse la main pour la rassurer, car elle craint que cela ne lui ait tourné la tête. « Comme j'ai été faible, se dit-il. Oh mon Dieu, comme j'ai été faible. » Et maintenant, George, demande-t-elle timidement, tu es toujours aussi plein de remords, n'est-ce pas? Toujours autant, ma chérie. Juge de mon expiation, vivre dans une niche. C'est bien une expiation, George. Tu es sûr que tu n'en tires pas une certaine satisfaction? Mon amour. Madame Darling lui demande vivement pardon, et comme il sent qu'il s'assoupit, il se couche en rond dans la niche. Joue-moi quelque chose pour m'endormir, s'il te plaît. Monsieur Darling se dirige vers le piano qui se trouve à côté, dans la salle de jeu, mais son mari ajoute, étourdiment, « Ferme la fenêtre, je sens un courant d'air. » Oh, George, ne me demande pas ça, la fenêtre doit toujours rester ouverte pour eux, toujours, toujours. À
son tour, il lui demande pardon. Et elle va se mettre au piano. Il ne tarde pas à s'endormir. Et tandis qu'il dort, Wendy, John et Michael entrent en volant dans la chambre. Non, non, tel était bien le charmant programme qu'ils avaient prévu avant que nous quittions le bateau. C'est pourquoi nous l'avions écrit. Mais il a dû se passer quelque chose depuis lors, car à leur place, ce sont Peter et Clochette qui entrent en volant. Les premiers mots de Peter expliquent tout. « Vite, Clo, chuchote-t-il. Ferme la fenêtre, mets la barre. Très bien. Il nous faudra repartir par la porte. Et quand Wendy arrivera, elle croira que sa mère ne veut plus d'elle. Elle sera obligée de retourner avec moi. » Maintenant, nous comprenons ce qui n'avait cessé de nous intriguer jusque-là. Pourquoi Peter, après avoir exterminé les pirates, est resté sur le bateau au lieu de rentrer dans l'île et de laisser Clo escorter les enfants sur le continent? Il avait mijoté sa ruse depuis le début. À présent, loin d'éprouver le moindre remords, il danse et saute de joie. Puis, il jette un coup d'œil furtif dans l'autre pièce pour voir qui est en train de jouer. C'est la maman de Wendy, souffle-t-il à Clochette. Elle est jolie, mais la mienne l'est davantage. Sa bouche est pleine de dés, mais pas autant que celle de ma maman. Il adore se vanter de sa mère, bien qu'il ignore tout d'elle, évidemment. Madame Darling est en train de jouer Home Sweet Home. Peter ne connaît pas cet air, mais il devine qu'il signifie « Reviens, Wendy, Wendy, Wendy !» Et il lance, triomphant « Vous ne reverrez jamais plus Wendy, madame, car la fenêtre est solidement bouclée. » De nouveau, il jette un coup d'œil à côté, où la musique s'est tue. Il voit que M. Darling a posé la tête sur le bois du piano. De larmes perlent dans ses yeux. « Elle veut que j'enlève la barre, pense Peter. Mais je ne le ferai pas. Pas moi en tout cas. » Un autre coup d'œil. Les larmes sont toujours là, à moins que deux autres ne les aient remplacées. « Elle aime passionnément Wendy, dit Peter, et lui en veut de ne pas comprendre qu'il ne peut pas lui rendre Wendy. La raison est pourtant simple. Moi aussi je l'aime passionnément. Nous ne pouvons l'avoir tous les deux, madame. » Mais la dame n'a pas l'air de s'accommoder de cette raison, et Peter est malheureux. Même lorsqu'il cesse de la regarder, elle ne le laisse pas partir. Il sautille de ci de là, fait des grimaces, mais quand il s'arrête, c'est comme si elle était en lui, frappant à la fenêtre. « Bon, ça va, finit-il par dire, la gorge serrée, et il enlève la barre de la fenêtre. « Bien, Clo, s'écrie-t-il en adressant un sourire de terrible mépris aux lois de la nature. « Nous n'en voulons pas de ces sottes mamans. » Et il s'envole. Ce fut ainsi que Wendy, John et Michael trouvèrent malgré tout la fenêtre ouverte. Et c'était plus qu'ils ne méritaient. Ils se posèrent sur le plancher sans la moindre vergogne. Le plus jeune des trois avait tout oublié de la maison. « John, dit-il en regardant autour de lui d'un air de doute, il me semble que je suis déjà venu ici. »« Évidemment, Nigo, voilà ton bon vieux lit. »« Mon lit, » dit Michael sans conviction. « Oh, s'écria John, la niche !» Et il se précipita pour regarder à l'intérieur. « Peut-être Nana est dedans ?» demanda Wendy. John émit un sifflement de surprise. « Tiens !» dit-il, « il y a un homme dans la niche. »« C'est papa !» s'éclama Wendy. « Laisse-moi voir papa !» demanda impatiemment Michael. Il l'examina longuement, puis... « Il n'est pas aussi grand que le pirate que j'ai tué, » remarqua-t-il d'un ton si désenchanté que nous sommes bien aises que M. Darling fut en train de dormir. Quel coup pour lui si ça avait été les premières paroles qu'il dut entendre de son petit Michael. Wendy et John, quant à eux, étaient un peu déconcertés de découvrir leur père dans la niche. Assurément, dit John, comme quelqu'un qui ne se fait plus à sa mémoire, il n'avait pas l'habitude de dormir dans la niche. John, fit Wendy d'une voix qui défaillait, peut-être nous ne souvenons plus du bon vieux temps aussi bien que nous le pensions. Un grand froid leur serra le cœur, bien fait pour eux. Tout de même, dit ce bandit de John, quelle insouciance de la part de maman, ne pas être là pour notre retour. À ce moment, Madame Darling se remit à jouer. C'est maman, s'écria Wendy en jetant un coup d'œil. Oui, c'est elle. Alors, tu n'es pas
Tu n'es pas notre vraie maman, Wendy ? Demanda Michael, qui avait sûrement sommeil. Mon Dieu, s'éclama Wendy, éprouvant pour la première fois une pointe de remords. Il était temps de rentrer. Glissons-nous sans bruit dans la pièce, suggéra John, et mettons-lui la main sur les yeux. Mais une nouvelle aussi joyeuse devait être annoncée avec douceur et ménagement, pensa Wendy, qui avait un meilleur plan. Mettons-nous au lit, ainsi, quand maman entrera dans la chambre, tout sera comme si nous n'étions jamais partis. En effet, quand Madame Darling revint dans la chambre s'assurer que son mari dormait, tous les lits étaient occupés. Les enfants s'attendaient à ce qu'elle pousse un grand cri, mais cela ne vint pas. Elle les vit, mais ne crut pas qu'ils étaient là. Elle les avait vus si souvent dans leur lit, en rêve, qu'elle crut tout simplement que son rêve revenait la hanter. Elle s'assit dans sa chaise près du feu, où elle les avait si souvent bercés dans ses bras. Ils ne comprenaient plus, et la peur les étreignit tous trois. « Maman !» cria Wendy. « C'est Wendy, dit-elle, toujours persuadée que c'était le rêve. « Maman !»« C'est John, dit-elle. »« Maman !» cria Michael. Il la reconnaissait à présent. « C'est Michael, dit-elle. » Et elle tendit vers les trois petits égoïstes ses bras, qui ne les serreraient jamais plus. Mais s'ils les serrèrent, ils entourèrent Wendy, John, Michael, qui avait bondi hors du lit pour se jeter contre elle. « George, George !» cria Madame Darling lorsqu'elle put parler. Et Monsieur Darling s'éveilla pour partager son bonheur, et Nana entra en trombe. On aurait pu rêver plus charmant tableau, mais il n'y avait personne pour le voir, si ce n'est un étrange garçon qui regardait derrière la fenêtre. Il lui arrivait de connaître des félicités inouïes, interdites aux enfants, mais en ce moment, il regardait à travers la vitre, la seule joie qui lui était à jamais refusée. Chapitre 17. Bien des ans ont passé. J'espère que vous souhaitez savoir ce qu'il advint des autres garçons. Ils attendaient au rez-de-chaussée pour laisser à Wendy le temps de s'expliquer à leur sujet. Et quand ils eurent compté jusqu'à 500, ils montèrent. Ils montèrent par l'escalier, pensant que cela ferait meilleure impression. Ils s'alignèrent en rang devant Madame Darling, tête nue, et auraient donné cher pour ne pas être habillés en pirates. Ils se taisaient, mais leurs yeux parlaient pour eux, et imploraient Madame Darling de les garder. Ils auraient dû regarder également Monsieur Darling, mais ils oublièrent de le faire. Naturellement, Madame Darling dit aussitôt qu'elle les garderait. Mais Monsieur Darling semblait bizarrement démoralisé, et ils virent bien que 6, pour lui, était un bien grand nombre. « Je dois reconnaître, dit-il à Wendy, que tu ne fais pas les choses à moitié. » Remarque mesquine que les jumeaux prirent pour eux. Le premier des jumeaux ne manquait pas de fierté, et dit en rougissant, « Si vous nous trouvez encombrants, monsieur, nous pouvons nous en aller. »« Papa !» s'écria Wendy indignée. Mais l'orage grondait encore au-dessus de lui. Il savait qu'il se conduisait mal, mais ne pouvait s'en empêcher. « Nous pourrions dormir pliés en deux » suggéra Bonzig. « Je leur coupe moi-même les cheveux » plaida Wendy. « George !» s'éclama Madame Darling, peinée de voir son cher homme se montrer sous un jour si peu favorable. Alors Monsieur Darling fondit en larmes et la vérité éclata. Il était aussi heureux qu'elle de les garder, dit-il. Mais on aurait pu, à son avis, lui demander aussi son consentement, au lieu de le traiter comme un zéro sous son propre toit. « Je ne trouve pas qu'il soit un zéro !» s'écria aussitôt la guigne. « Et toi, le frisé ?»« Moi non plus. Et toi, la plume ?»« Plutôt pas. Les jumeaux, qu'en pensez-vous ?» Il s'avéra qu'aucun d'eux ne le regardait comme une nullité. Ridiculement satisfait, il déclara qu'il trouverait de la place pour eux tous dans le salon, à condition qu'ils puissent y tenir. « Nous y tiendrons, assurèrent-ils. »« En ce cas, suivez le guide, lança-t-il gaiement. Je vous préviens, je ne suis pas certain que nous ayons un salon, mais nous faisons semblant d'en avoir un, ce qui revient au même. Hop là !» Il partit en dansant à travers la maison. Tous crièrent « hop là !» et ils dansèrent à sa suite à la recherche du salon. Je ne sais plus s'ils le trouvèrent. En tout cas, ils trouvèrent des recoins où ils tinrent très bien. Quant à Peter, il revint
il revit encore une fois Wendy avant de s'envoler. Il ne vint pas exactement à la fenêtre, mais il la frôla, en passant, de sorte que si Wendy voulait, elle put l'ouvrir et l'appeler, ce qu'elle fit. « Salut Wendy, au revoir, dit-il. »« Oh, tu t'en vas ?»« Oui. Et tu n'as pas envie de dire quelques mots à mes parents au sujet d'une question délicate ?»« Non. À propos de moi, Peter ? Non. » Madame Darling s'approchait de la fenêtre, car elle surveillait désormais sa Wendy d'un œil vigilant. Elle dit à Peter qu'elle adoptait les garçons perdus, et qu'elle le garderait volontiers lui aussi. « Et vous m'enverriez à l'école ?» quitte-t-il prudemment. « Bien sûr. Et ensuite au bureau ? Je présume. Et bientôt je devrais être un homme ? Très bientôt. » « Je ne veux pas aller à l'école apprendre des choses ennuyeuses, répondit-il avec véhémence. Je ne veux pas devenir un homme. Oh, maman de Wendy, si en me réveillant je devais sentir qu'il m'ait poussé de la barbe. »« Peter, dit Wendy encourageante, je t'aimerais même barbu ?» Et Madame Darling lui tendit les bras, mais il la repoussa. « Arrière, ma bonne dame. Personne ne m'aura, personne ne fera de moi un homme. »« Mais où vas-tu vivre ? » ?»« Je vivrai avec Chloe, dans la petite hutte que nous avons bâtie pour Wendy. Les fées l'installeront très haut à la cime d'un arbre, où elle dorme la nuit. »« Oh, délicieux !» s'écria Wendy avec un tel accent de convoitise que sa mère la serra plus fort dans ses bras. « Je croyais que toutes les fées étaient mortes, dit Madame Darling. Il en vient sans cesse de nouvelles, expliqua Wendy qui faisait maintenant autorité en la matière. Parce que vois-tu, chaque fois qu'un nouveau-né rit pour la première fois, une fée voit le jour. Et comme il naît sans cesse des nouveau-nés, il naît sans cesse de nouvelles fées. Elles vivent dans des nids, au sommet des arbres. Les mauves sont des garçons, les blanches des filles, et les bleues, de petites imbéciles qui ne savent même pas ce qu'elles sont. Qu'est-ce que je vais bien m'amuser, Peter, un œil sur Wendy. Ce sera plutôt triste le soir de t'asseoir tout seul près du feu. Chloe sera là. Chloe ne m'arrive pas à la cheville, lui rappela-t-elle sur un ton acide. Sale menteuse, glapit Clochette, quelque part au coin de la rue. Cela n'a pas d'importance, dit Peter. Oh, Peter, tu sais bien que si. Alors, viens avec moi vivre dans la petite hutte. Tu peux, maman ? Certainement pas. Je t'ai retrouvé et j'entends bien te garder. Mais il a tellement besoin d'une maman. Toi aussi, ma chérie. Très bien, dit Peter, comme s'il l'avait invité par pure politesse. Mais Madame Darling vit sa bouche se crisper, et elle fit cette proposition généreuse. Wendy irait le voir une fois par an, pour faire le nettoyage de printemps. Wendy aurait préféré un arrangement plus définitif. Il lui semblait que le printemps serait long à venir. Mais cette promesse satisfit Peter, qui repartit tout content. Il n'avait aucune notion de la durée et il lui arrivait tant d'aventures que tout ce que je vous ai raconté n'est que roupie de Sansonnet en comparaison. Et Wendy devait en être consciente, sinon pourquoi lui aurait-elle adressé un au revoir si plaintif ? Tu ne m'oublieras pas, Peter, avant le retour du printemps ? Peter promit de ne pas oublier, et il s'envola. Il emporta avec lui le baiser de Madame Darling, ce baiser que personne n'avait pu prendre. Ce fut Peter qui le ravit, et sans difficulté aucune. Bizarre, n'est-ce pas ? Et elle n'eut même pas l'air fâchée. Bien entendu, tous les garçons durent aller à l'école. La plupart entrèrent en 3e, mais la plume fut d'abord mise en 4e, puis en 5e. La première étant le niveau le plus élevé. Au bout d'une semaine d'école, ils comprirent combien ils avaient été bêtes de ne pas rester dans l'île. Mais c'était trop tard. Bientôt, ils se rangèrent et devinrent aussi ordinaires que vous ou moi, ou Dupont Junior. Chose triste à dire, ils perdirent peu à peu le don de voler. Au début, Nana les attachait par les pieds au barreau du lit, pour qu'ils ne s'envolent pas pendant la nuit. Le jour, une de leurs distractions favorites était de faire semblant de tomber de l'autobus. Mais petit à petit, ils cessèrent de tirer sur leurs liens, au lit, et s'aperçurent qu'il était douloureux de choir d'un autobus. À la fin, ils ne savaient même plus voler après leur chapeau.
Ils appelaient ça manquer d'exercice, mais en vérité, cela voulait dire qu'ils n'y croyaient plus. Michael y crut plus longtemps que les autres, en dépit des railleries que cela lui attirait. Aussi était-il présent quand Peter vint chercher Wendy à la fin de la première année. Elle s'envola dans la robe même qu'ils avaient tissée au pays de l'imaginaire, avec des feuilles et des baies sauvages. La seule crainte était qu'il remarquât combien la robe était devenue courte. Mais il n'y fit pas attention, tant il avait à dire à propos de lui-même. Elle avait espéré qu'ils frissonneraient ensemble au souvenir du bon vieux temps. Mais de nouvelles aventures avaient chassé les anciennes de son esprit. « Qui est le capitaine Crochet ?» demanda-t-il avec curiosité quand elle lui parla de l'ex-ennemi numéro 1. « Comment ?» s'étonna-t-elle. « Tu ne te souviens donc pas comment tu l'as tué et tu nous as sauvé la vie ?»« Je les oublie dès que je les ai tués, avoua-t-il avec insouciance. Quand, sans trop y croire, elle demanda si la fée Clo serait heureuse de la revoir, il répondit « Qui est la fée Clo ?»« Peter, dit-elle scandalisée. Elle eut beau lui expliquer, il avait tout oublié. « Je comprends, dit-il, elles sont si nombreuses, je suppose que celle-là est morte. » Sans doute avait-il raison, car les fées vivent peu longtemps, mais elles sont si petites qu'un temps très court leur semble une éternité. Wendy eut encore le chagrin de découvrir que, pour Peter, l'an passé était plus proche qu'hier. Cette année lui avait semblé si longue à elle. Il était plus séduisant que jamais et le nettoyage de printemps de la hutte, dans les arbres, se déroula délicieusement. L'année suivante, il ne fut pas au rendez-vous. Elle l'attendit vêtue d'une robe neuve, car l'ancienne n'eût pas été convenable. Mais il ne vint pas. « Il est peut-être malade, » dit Michael. « Tu sais bien qu'il n'est jamais malade. » Michael se rapprocha et lui chuchota avec un frisson. Et s'il n'existait pas? Wendy se serait mise à pleurer si Michael ne l'avait pas devancé. Peter revint l'an d'après, et, chose curieuse, il ne se rendait pas compte qu'il avait sauté une année. Ce fut la dernière fois que Wendy, fillette, le vit. Pendant quelque temps encore, elle essaya de ne pas éprouver de trop gros chagrin pour l'amour de lui. Puis, elle sentit qu'elle le trahissait le jour où elle obtint le prix d'excellence. Mais les années passèrent, sans ramener l'insouciant infidèle. Lorsqu'enfin ils se revirent, Wendy était une femme mariée, et Peter n'était plus pour elle qu'un peu de poussière sur le coffre où elle avait conservé ses jouets. Wendy était devenue une grande personne. Inutile de gémir sur son sort, elle était de celles qui aiment grandir, et finit même par devenir adulte de son propre gré, un jour plus tôt que les autres filles. Entre-temps, tous les garçons étaient devenus des adultes rassis. Aussi cela ne vaut-il guère la peine de s'étendre sur leur compte. Vous pourriez voir chaque jour les jumeaux, Bonzic et le frisé se rendre au bureau, chacun portant une serviette et un parapluie. Michael conduit une locomotive, la plume a épousé une dame titrée et est devenue lord. Voyez-vous ce juge en perruque qui sort par la fenêtre de fer? Jadis, c'était la guigne. Et ce barbu qui n'a pas une histoire à raconter à ses enfants? Autrefois, ce fut John. Wendy se maria en robe blanche et voile rose. Il est étrange que Peter ne vint pas à l'église pour empêcher les bans d'être publiés. D'autres années se sont écoulées. À présent, Wendy a une fille. Ceci mériterait qu'on écrive non à l'encre mais en lettres d'or. L'enfant s'appelle Jane. Depuis toujours, elle a un regard étrangement interrogateur, comme si dès son arrivée sur le continent, elle avait déjà des questions à poser. Et quand elle a été en âge de les poser, tout ou presque concernait Peter Pan. Jane adore qu'on lui en parle, et Wendy lui raconte tout ce qu'il lui est possible de se rappeler, dans la chambre même où eut lieu le fameux envol. Cette chambre est maintenant celle de Jane, car son père l'a achetée au taux de 3% au père de Wendy, qui n'a plus de goût pour les escaliers. Madame Darling est morte déjà, et oubliée. Il n'y a plus que 2 lits dans la chambre, celui de Jane et celui de sa bonne, car Nana aussi a vécu. Elle est morte à un âge avancé et, à la fin, il devenait difficile de faire bon ménage avec elle.
fermement convaincue était, qu'elle était la seule à savoir s'y prendre avec les enfants. Une fois par semaine, la bonne de Jen a son jour de congé. Alors Wendy se charge de coucher l'enfant. C'est l'heure bénie des histoires. Jen a inventé de faire une tente en soulevant son drap au-dessus de la tête de sa mère et de la sienne. Et dans cette obscurité redoutable, elle chuchote. « Dis-moi ce que tu vois. » « Je ne crois pas que je vois quoi que ce soit cette nuit, » répond Wendy avec le sentiment coupable que, si Nana eût été là, elle n'aurait pas permis de poursuivre l'entretien. « Si, tu vois quelque chose, » insiste Jen. « Tu vois quand tu étais une petite fille. »« Il y a bien longtemps de cela, mon cœur, » soupire Wendy. « Ah, comme les années s'envolent. »« Volent-elles de la même manière que tu volais quand tu étais petite fille ?» demande la petite futée. « La manière dont je volais, sais-tu, Jen ? Parfois, je me demande si j'ai jamais vraiment volé. »« Oui, tu as volé. Les belles années où je savais voler. Pourquoi ne sais-tu plus, maman ? Maintenant, je suis une grande personne, ma chérie. Quand on grandit, on désapprend à voler. Pourquoi désapprend-on ? Parce qu'on n'est plus assez joyeux, innocent et sans cœur. Seuls les sans cœurs joyeux et innocents savent voler. Qu'est-ce que des sans cœurs joyeux et innocents ? Oh, comme je voudrais être sans cœur joyeuse et innocente. D'autres fois, Wendy admet qu'elle voit en effet quelque chose. Je crois bien que c'est cette chambre. Je le crois aussi, dit Jen. Continue. Et voilà embarqués dans la grande aventure de la nuit où Peter revint chercher son ombre. Stupide garçon, dit Wendy, il essayait de la recoller avec du savon. Comme il n'y arrivait pas, il s'est mis à pleurer, ce qui m'a réveillée. Alors j'ai recousu son ombre pour lui. Tu as sauté un passage, interrompt Jen qui connaît l'histoire mieux que sa mère à présent. Quand tu l'as vu en train de pleurer, qu'est-ce que tu lui as dit ? Je me suis assise dans mon lit et j'ai dit « Pourquoi pleures-tu, petit garçon ?» Oui, c'était ça, dit Jen avec un gros soupir satisfait. Alors, il nous a tous fait envoler pour le pays de l'imaginaire, où sont les fées, les pirates, les peaux rouges, la lagune aux sirènes, la maison souterraine et la petite hutte. Oui, qu'est-ce que tu préférais de tout cela ? Je crois que je préférais par-dessus tout la maison souterraine. Oui, moi aussi. Que t'a dit Peter la dernière fois qu'il t'a parlé ? La dernière chose qu'il m'ait dite, c'était « Attends-moi toujours, et une nuit, tu m'entendras chanter. » Oui. Hélas, il m'a complètement oublié. Wendy a dit cela avec un sourire. Cela montre à quel point elle est adulte. À quoi ressemblait son chant ? Demanda un soir la petite Jane. Wendy essaya d'imiter le cri de victoire de Peter. Non, ce n'était pas comme ceci, dit gravement Jen, mais comme cela. Et elle l'imita tellement mieux que sa mère que Wendy en fut un peu saisie. D'où sais-tu que c'était ainsi, ma chérie ? Tu l'entends souvent quand je dors. C'est vrai, beaucoup de filles l'entendent en dormant. Mais moi, je suis la seule qui l'ait entendu éveillée. Quelle chance tu as ! Puis, une nuit, le drame arriva. On était au printemps, Jen avait eu son histoire et dormait maintenant dans son lit. Wendy était assise sur le plancher, tout près du feu et éclairait ses travaux de raccommodage, car il n'y avait pas d'autre lumière dans la chambre. Et tandis qu'elle raccommodait, elle entendit un chant triomphal, puis la fenêtre s'ouvrit comme jadis, et Peter se posa sur le sol. Il n'avait absolument pas changé, et Wendy vit tout de suite qu'il avait encore ses dents de lait. Il était un petit garçon, et elle une grande personne. Elle se blottit près du feu sans oser faire le moindre mouvement, désemparée et comme prise en faute, elle, la grande femme. « Salut Wendy !» Il ne remarquait aucune différence, étant surtout occupé de lui-même, et dans la faible clarté, il pouvait prendre sa robe blanche pour une chemise de nuit dans laquelle il l'avait vue pour la première fois. « Salut Peter !» dit-elle d'une voix éteinte, en se tassant pour paraître plus petite. Quelque chose en elle pleurait. « Femme, laisse-moi. »« Tiens, où est John ?» demanda Peter, s'apercevant qu'il manquait un troisième lit. « Il n'est pas ici en ce moment. »« Michael dort ?» dit-il en posant un regard distrait sur Jane. « Oui, » répondit-elle. Mais aussitôt elle se reprochait de manquer de loyauté à son égard, aussi bien qu'envers Jane. « Ce n'est pas Michael » se hâta-t-elle de le corriger, de peur qu'un châtiment ne vînt fondre sur sa tête. Peter regarda. « C'est un nouvel enfant ?»« Oui,
Un garçon ou une fille? Une fille. Sûrement il allait comprendre maintenant. Mais non, pas le moins du monde. Peter, dit-elle en hésitant, tu n'espères pas que je vais m'envoler avec toi? Bien sûr que si, c'est pour cela que je suis venue. Il ajouta d'un ton léger de reproche. As-tu oublié que le moment est venu de faire le nettoyage de printemps? À quoi bon lui rappeler qu'il en avait laissé passer plus d'un an? Je ne veux pas venir, s'excusa-t-elle. Je ne sais plus du tout voler. J'aurais tout fait de te rapprendre. Oh, Peter, ne gaspille pas la poudre de fée pour moi. Elle s'était levée, et la peur enfin assaillit le garçon. Qu'y a-t-il? Cria-t-il en reculant. Je vais allumer, dit-elle. Alors, tu verras par toi-même. Pour autant que je sache, ce fut la seule fois dans sa vie où Peter eut peur. N'allume pas, supplia-t-il. Elle caressa doucement les cheveux du tragique petit orphelin. Elle n'était pas une petite fille au cœur brisé de chagrin à cause de lui. Elle était une femme adulte, que tout cela faisait sourire. Pourtant, ses sourires étaient mouillés. Alors, elle alluma la lampe, et Peter vit. Il poussa un cri de souffrance, et quand cette superbe créature se pencha vers lui pour la soulever dans ses bras, il recula farouchement. Qu'y a-t-il? Demanda-t-il encore. Cette fois, elle ne pouvait plus se dérober. Je suis vieille, Peter. J'ai déjà plus de 20 ans. Il y a longtemps que j'ai grandi. J'avais promis de ne pas grandir. Je n'ai pas pu faire autrement. Je suis mariée, Peter. Non, ce n'est pas vrai. Et la petite fille dans le lit est mon enfant. Non, ce n'est pas vrai. Mais il l'a cru, et fit un pas vers l'enfant endormi, son poignard levé. Bien sûr, elle ne la frappa pas. Au lieu de frapper, il s'assit sur le plancher et sanglota. Et Wendy ne sut comment le consoler, elle qui autrefois le faisait si bien. Elle n'était qu'une femme maintenant, et elle se précipita hors de la chambre pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Peter pleurait toujours à chaudes larmes, et ses sanglots finirent par réveiller Jane. Elle s'assit dans son lit, immédiatement intéressée. « Pourquoi pleures-tu, petit garçon ?» dit-elle. Peter se leva et lui fit une révérence qu'elle lui rendit dans son lit. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, dit Jane. Je m'appelle Peter Pan. »« Je le sais. »« Je suis venu chercher ma mère, expliqua-t-il pour l'emmener dans l'île de l'imaginaire. »« Je sais, dit Jane. Je t'attendais. » Quand Wendy revint, tout embarrassée, elle trouva Peter assis sur le bois du lit et poussant son cocorico victorieux, tandis que Jane, en chemise de nuit, voltait en travers de la chambre dans une extase solennelle. « C'est ma mère, déclara Peter. Jane descendit et se tint à ses côtés avec, sur son visage, cette expression qu'il aimait avoir chez les dames qui le regardaient. « Il a tellement besoin d'une mère, dit Jane. »« Je sais, admit Wendy d'un air malheureux. Personne ne le sait aussi bien que moi. »« Au revoir, dit Peter à Wendy. » Il se leva dans l'air et l'impudente petite Jane en fit autant. Déjà, elle volait mieux qu'elle ne marchait. Wendy se rua à la fenêtre. « Non, non !» cria-t-elle. « C'est seulement pour les nettoyages de printemps, dit Jane. Il tient à ce que ce soit moi qui le fasse toujours. »« Seulement je pouvais aller avec vous. »« Je vois bien que tu ne peux pas voler. » Bien sûr, Wendy finit par céder, et les laissa s'envoler ensemble. La dernière vision que nous avons d'elle la montre à la fenêtre, regardant les enfants s'éloigner dans le ciel, jusqu'à ce qu'ils ne soient pas plus grands que les étoiles. Et tandis que vous contemplez Wendy, vous voyez ses cheveux blanchir, sa silhouette redevenir petite, car tout cela s'est passé il y a fort longtemps. Jane est à présent une grande personne ordinaire, mère d'une fillette nommée Margaret. Et chaque fois que revient l'époque du nettoyage de printemps, Peter, sauf les années où il oublie, vint chercher Margaret et l'emmène au pays de l'imaginaire, où elle lui raconte des histoires dont il est le héros et qu'il écoute passionnément. Quand Margaret grandira, elle aura une fille, destinée à être à son tour la mère de Peter. Et les choses continueront ainsi aussi longtemps que les enfants seront joyeux, innocents et sans cœur. Fin. Et voilà.